Alors, t'as trouvé ton job idéal ? J'ai des idées. Après, comment savoir si ça va me plaire ? Dans le Joboscope, on passe les métiers au microscope. Apparemment, on passe environ 30% de sa vie au boulot. 30% d'une vie, c'est beaucoup. Alors faisons en sorte que vos choix de carrière vous donnent envie de vous lever chaque matin. L'enseignant, c'est souvent celui qui va avoir le contenu, la matière brute. Le rôle de l'ingénieur pédagogique, ça va être de prendre ce contenu et de l'inscrire dans un dispositif global dont la finalité, ça va être vraiment de transmettre la connaissance de la meilleure manière à des apprenants. En fait, finalement, ça touche tous les secteurs. Donc, c'est vrai qu'on peut, toute notre vie, travailler dans des structures qui sont complètement différentes et continuer à apprendre et à se perfectionner, si on peut le dire. C'est très important dans mon choix de travail. Effectivement, si je fais un travail où j'apprends plus, je crois que je ne serai pas heureuse. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Joboscope par Open Classrooms. Je suis Marion Armango et je suis ravie de vous accompagner pour passer le métier d'ingénieur pédagogique au microscope. L'avènement du numérique et les besoins croissants en formation ont amené les écoles, universités et entreprises à créer le métier d'ingénieur pédagogique. Sur les fiches de poste, on peut parfois lire aussi responsable e-learning, digital learning manager ou encore consultant en formation. Depuis mars 2020, la crise sanitaire a encore accéléré les recrutements sur ce métier. En parallèle, selon une étude d'Elle pour l'Institut du Futur, 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. De quoi donner le vertige quand on pense au nombre d'actifs à reformer. L'ingénieur pédagogique n'est ni vraiment un professeur, ni un expert métier. Il coordonne toutes les parties prenantes sur la conception d'une formation donnée pour garantir sa qualité. Du diagnostic des besoins du public cible à la conception du plan de formation, à la fédération des experts et la gestion du projet pédagogique, un véritable couteau suisse. En fonction des structures, ce professionnel peut travailler sur des dispositifs de formation hors ligne, en blended learning ou 100% digitalisés. Ces derniers rendent l'éducation d'autant plus accessible qu'ils sont facilement diffusables à un grand nombre et qu'ils peuvent être suivis partout. Alors à quoi ressemble ce nouveau métier du paysage éducatif ? On en parle avec Alexandre Wartz, concepteur pédagogique à la Fédération française de tennis, Vanessa Baron, chargée de conception pédagogique au Parc zoologique de Paris, et Amandine Lemoult, ingénieure pédagogique du groupe Thales. Bonjour. Bonjour. Prêt à scanner le métier qu'on appelle communément ingé-péda ? Oui, Prêt, tout à fait. bien sûr. Prêt. Et bien c'est parti. Alexandre, pour commencer, tu travailles à la Fédération française de tennis. Est-ce que tu peux présenter rapidement ton poste et cette fédération que tout le monde connaît quand même ? Alors très bien, la FFT, donc c'est une association sportive qui a pour mission le développement de la pratique du tennis, mais pas que. Il y a également d'autres sports associés au tennis, le padel, le beach tennis et d'autres. Et au sein de la Fédération française de tennis, je suis concepteur pédagogique digital. Donc je participe à la création, au développement de dispositifs de formation continue pour tout notre écosystème. Donc l'écosystème dont on parle, ce sont les enseignants, les arbitres, les dirigeants de clubs. Il y a à peu près 8000 clubs en France. Donc il faut former ces dirigeants. Il faut vraiment former tout l'écosystème de ces sports. Alors Vanessa, toi tu es chargée de médiation scientifique au Parc zoologique de Paris. Ça a l'air de représenter beaucoup de missions qui sont proches des ingés pédagogiques, mais c'est pas exactement la même chose. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, tout à fait. Je ne suis pas ingénieure pédagogique, mais je suis conceptrice pédagogique. Ça consiste en fait à concevoir, coordonner et programmer des activités pour les groupes, que ce soit pour un public scolaire ou des familles, des individuels qui viennent parrainer les espèces animales, en créant des activités de type visite guidée, anniversaire, atelier ou apprenti soigneur. Je suis également référente pour le public scolaire, donc je fais en sorte effectivement de faire le lien avec les enseignants et je fais aussi une veille par exemple de la communication qui est faite envers ces différents publics. Et cette année, j'ai été amenée du coup à concevoir également des capsules vidéo qui sont en lien avec notre programmation, dont le but c'est en fait de donner envie au public de venir nous voir, de participer à nos activités, tout en donnant quand même des informations pédagogiques sur nos espèces, aussi bien animales que végétales, et promouvoir également notre programmation.
Donc c'est vraiment un travail qui est collaboratif entre différents services de communication, de vidéo, au sein du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Mais j'essaye d'apporter aussi ma pédagogie sur les offres qui sont plutôt numériques. Amandine, enfin, toi, tu travailles chez Thales depuis peu, puisque avant tu étais chez Open Classrooms. Est-ce que tu peux nous présenter Thales et nous dire en bref quel est ton poste là-bas ? Thales, donc c'est un groupe d'électronique français, plutôt à destination aéronautique, défense et aviation civile et militaire. Et c'est 80 000 personnes. Et on fait des systèmes de communication, par exemple pour les avions, pour les radars, dans les TGV, etc. Et moi, je suis dans une entité qui s'appelle la Thales Digital Factory, parce que c'est un très grand groupe. Et on s'occupe plutôt de la transformation digitale du groupe. Et à ce titre, je conçois des formations pour faire la transformation digitale du groupe sur différents sujets. Ça peut être la data pour des développeurs. C'est les ingénieurs du groupe, finalement. Mon périmètre, c'est 32 000 personnes à former. Je suis pas toute seule, évidemment. Ouais, facile. Et il y a aussi, par exemple, des formations business, comment la transformation digitale, elle peut avoir un impact business, elle peut avoir un impact sur les données, comment on peut l'intégrer dans un groupe, parce qu'aujourd'hui, c'est un groupe qui est en pleine révolution digitale. Alors avant toute chose, je vous propose qu'on situe déjà votre métier dans le paysage des métiers de la formation. Si vous deviez définir la mission d'un ingénieur pédagogique, ça donnerait quoi ? Et en quoi est-ce que c'est différent, par exemple, d'un enseignant, ce qui parle à tout le monde, ce que tout le monde connaît ? Alexandre, tu as l'air inspiré par cette question. Pourquoi pas, je peux commencer là-dessus. L'enseignant, si on devait reprendre la comparaison entre les deux, c'est intéressant. L'enseignant, c'est souvent celui qui va avoir le contenu, qui va être expert. Le savoir. Le savoir, exactement. La matière brute. Le rôle de l'ingénieur pédagogique, ça va être de prendre ce contenu et de l'inscrire dans un dispositif global, avec vraiment pensée dans le temps, dont l'aboutissement, la finalité, ça va être vraiment de transmettre la connaissance de la meilleure manière à des apprenants. Mais est-ce que c'est pas la même chose pour un enseignant ? Il a le savoir, il met en place un dispositif sur le long terme pour transmettre le savoir aussi, non ? Alors, il peut y avoir des ponts vraiment très importants. Moi, j'aurais dit que peut-être la comparaison qui aurait été la plus intéressante, c'est de prendre justement l'expert contenu par rapport à l'ingénieur pédagogique. Parce qu'on pourrait dire que le formateur et l'ingénieur pédagogique, il y a des liens entre les deux. Je peux reprendre mon expérience de manière assez rapide. Moi, j'ai été enseignant, justement, dans une vie passée. On va en parler aussi. Et finalement, la réflexion autour de penser le besoin en formation, comment est-ce qu'on va amener petit à petit nos futurs formés à acquérir ce besoin, toute cette démarche intellectuelle, finalement, on l'a quand on est enseignant également. C'est un métier qui est assez nouveau, c'est un métier qui est assez lié au digital, et je pense qu'il va utiliser dans ses dispositifs de formation des outils du digital, ce qu'un enseignant, en tout cas à l'éducation nationale par exemple, ne fait pas forcément. C'est vrai, différence majeure entre les deux. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, une autre définition peut-être à donner, Vanessa ? L'enseignant a aussi un certain cadre par l'éducation nationale, alors que nous, en tant qu'ingénieurs pédagogiques, concepteurs, on va pouvoir aller plus loin, mettre vraiment en lien avec l'actualité, avec la recherche, faire intervenir des spécialistes et aussi permettre un discours plus interactif et s'adapter aux différents publics. Les enseignants, du coup, ça sera vraiment les scolaires, mais nous, on peut s'adapter vraiment à tous les publics qui existent. Toi, c'est une de tes grandes forces aussi et une grande spécificité du domaine dans lequel tu exerces. Exactement. Quelque chose à ajouter, Amandine ? Pour moi, la différence majeure entre un enseignant et un ingénieur pédagogique, c'est qu'en tant qu'ingénieur pédagogique, on n'a pas le savoir, on ne connaît pas forcément les sujets sur lesquels on va travailler. Si je prends mon cas, quand je suis arrivée chez Open Classrooms, j'ai travaillé sur des sujets de développement web. Je suis absolument pas spécialiste du développement web. D'ailleurs, j'y connaissais absolument rien. Et du coup, on est obligé de s'appuyer sur des experts qui vont nous aider à construire les formations. Et sur la brique technique, c'est eux qui ont le savoir. Par contre, sur la brique pédagogique, c'est nous qui allons apporter le cadre, justement, la méthodologie, voir comment on peut agencer les choses pour rendre la formation fluide, alors qu'un enseignant, par exemple, si on prend un prof d'histoire géo, il maîtrise l'histoire géo, ce qui n'est pas notre cas. On n'a pas la matière première, finalement, qui est le savoir. Nous, on est là pour les accompagner et les aider à produire quelque chose qui va plaire. Et qui transmettre aussi une démarche de travail. Exactement. Et d'apprentissage. Ouais, le cadre, les accompagner, on a vraiment un rôle d'accompagnateur, je trouve, plus que d'enseignant, finalement. Nous, on n'enseigne rien. Oui, nous, au de logique, on sensibilise plutôt le public. Voilà.
Vanessa, tu es la référente pédagogique du Parc zoologique de Paris. Ça a l'air de représenter vraiment beaucoup de missions. La coordination des activités des apprentis soigneurs, de la programmation, de la conception des activités, la mise à jour aussi de ces activités-là. Si on prend par exemple la partie sur les apprentis. Les apprentis soigneurs, ce sont en fait un temps où les familles peuvent passer 1h30 avec le soigneur dans les coulisses du parc et se rapprocher vraiment des espèces animales. Donc ces activités sont programmées toute l'année, mais effectivement, il faut quand même s'assurer que tout se passe bien. Comme le parc zoologique, c'est du vivant, forcément, il y a toujours des modifications, que ce soit au niveau des individus présents. Donc, il faut être sûr que la trame que suit le soigneur pour ces activités soit toujours d'actualité. Donc, mon rôle, c'est aussi de m'assurer de cela et de faire la relation en fait entre le service de réservation qui prend les inscriptions et les soigneurs pour leur dire à telle date, vous avez tant de personnes, attention, là, il y a des enfants, ou attention, cette personne, elle a un certain handicap, donc pour leur permettre d'anticiper et de se préparer en amont de ces activités. Une journée type chez toi, Vanessa, ça ressemble à quoi ? Chaque jour est différent, chaque semaine est différente parce qu'on est vraiment lié à notre programmation, donc aux activités, au quotidien, surtout au parc zoologique avec l'actualité. Il y a des temps aussi de conception. Par exemple, quand je crée des activités pour les familles, comme des visites guidées, par exemple, là, je passe 2 mois à concevoir cela et sur ce temps-là, par exemple, je vais contacter les soigneurs pour avoir des informations un peu plus poussées sur nos individus pour pouvoir mettre certains caractères en avant. Nos jardiniers également pour parler des plantes du parc zoologique de Paris. Mais également, on a des curateurs qui s'occupent de gérer certaines collections du parc. Donc, par exemple, on a un curateur dédié aux amphibiens, tortues, lézards. Il y en a un aux carnivores, donc je vais les voir pour qu'ils me parlent un petit peu plus de ces espèces et enrichir le contenu des visites guidées. Alexandre, toi, au quotidien aussi, tu crées des dispositifs de formation pour la Fédération française de tennis. C'est long à dire, hein, Fédération française. FFT. Voilà. À quoi elles ressemblent, toi, tes journées ? Pareil, il n'y a pas vraiment de journée type. Nous, sur les différentes actions de formation qu'on va produire, on va travailler en mode projet, je pense un peu comme mes collègues ici. Donc finalement, en fonction de l'état d'avancement et de la marche où on se trouve dans le projet, la journée va être différente, d'autant qu'on a souvent plusieurs projets en parallèle. Quand on est sur des projets d'ingénierie pédagogique, de création de dispositifs de formation, le démarrage, c'est souvent un besoin qui nous est transmis, que nous, on va transformer sous forme d'objectifs de formation, la rédaction d'objectifs pédagogiques, et puis derrière, il va falloir imaginer le scénario, comment est-ce que le dispositif de formation va vivre dans le temps, quels vont être les différents jalons, quelles vont être les activités, qui vont être les experts qui vont intervenir. Une fois qu'on a déterminé tout ça, il va falloir qu'on se munisse de ressources pédagogiques. Donc ces ressources pédagogiques, il faut les produire, il faut les imaginer, il faut les créer. Et du coup, en fonction de l'avancement dans le projet, on va être sur ces différentes étapes-là. Donc ça va être parfois beaucoup d'échanges avec les experts métiers ou avec les commanditaires quand il faut commencer à définir l'architecture du dispositif, alors que ça va être plus en aval dans le projet, des phases plus solitaires de conception de vidéos, de montage, de réalisation de voix off, un peu comme on fait là. Donc voilà, on peut vraiment être sur des moments très différents et vu je suis jamais sur un unique projet, il y a souvent 3-4 projets qui se télescopent, ça fait des journées qui sont très différentes les unes des autres. C'est quoi la dernière formation que tu as mis en place ? Alors, on est en train de travailler actuellement sur plusieurs formations. L'une d'elles, c'est une formation qui est dédiée aux dirigeants de clubs. Il y a un peu moins de 8000 clubs en France. Ce sont des bénévoles qui sont les dirigeants de ces structures-là. Et c'est souvent des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec les outils du numérique. Et pourtant, on sait que la communication passe essentiellement par le numérique de nos jours, beaucoup sur les réseaux sociaux. Et développer sa vitrine digitale, ça va passer par la création d'une page Facebook de son club, tout simplement. Et actuellement, on développe une formation sur ce développement de vitrine digitale, en particulier sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Amandine, ça a l'air de beaucoup te parler, là. Ce que Alexandre vient de raconter, j'ai l'impression que c'est un peu ton quotidien, du coup. Oui, ça me parle complètement parce qu'on a exactement les mêmes processus de travail, en fait. C'est-à-dire que
que ce soit chez Thales ou chez Open Classroom, c'est exactement ça. En fait, on part d'un besoin. On ne va pas créer une formation juste parce qu'on s'est dit que ça pourrait être « Ah, trop bien, cool, je vais créer une formation sur ça ». Non, tout part du besoin. Là, en l'occurrence, chez Thales, ce sont des entités de chez Thales qui ont des besoins en formation et qui nous les transmettent. Et après, c'est exactement ce que disait Alexandre. Donc, on va réfléchir quels sont les objectifs pédagogiques, quelles sont surtout les compétences que vont devoir acquérir les futurs apprenants. Parce que le but, c'est qu'à la fin de la formation, sur leur métier ou sur un autre métier, ils aient acquis des compétences. Et ensuite, on travaille effectivement avec les experts métiers pour construire la formation. Et il y a effectivement des partie un petit peu plus solitaire, où là, on crée le contenu, on fait de la curation de contenu, mais on ne crée pas forcément tout le contenu nous-mêmes. On peut aller aussi chercher du matériel ailleurs. Par exemple, il y a des organismes qui proposent ça en ligne. Je pense par exemple à Udemy ou Cross Knowledge. Tu peux chercher des vidéos sur YouTube. Enfin, il y a pas mal des podcasts aussi. Tu peux trouver de la formation via le podcast. Donc nous, on cherche vraiment les meilleures solutions pour apporter à la fois de la diversité dans l'apprentissage, pas uniquement de la lecture par exemple, et aussi créer quand c'est nécessaire, parce qu'on n'a pas forcément le matériel à disposition, donc on peut aussi très bien créer de A à Z certains contenus. Tu as un exemple d'une formation que tu as mis en route pour Open Classrooms qui illustre bien tout ce que tu viens de dire ? Chez Open Classrooms, comment on crée une formation ? Déjà, on va chercher les métiers qui sont en tension. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formations qui vont être créées sur des métiers dans lesquels tu ne pourras pas trouver de travail après. Une fois qu'on a trouvé le métier en tension sur lequel on aimerait former nos étudiants, on va travailler avec des experts pour récupérer leurs connaissances, pour savoir quelles sont les compétences dont ils ont besoin. Et à partir de ces interviews, en fait, on va créer ce qu'on appelle un framework de compétences. Donc ça va être un énorme tableau Excel dans lequel on va dire pour être, ingénieur pédagogique, tu vas avoir besoin de telle et telle compétence qu'on va regrouper par grands thèmes. Et ensuite, ces grands thèmes, on va les décliner dans des projets. Donc, c'est ce que je disais, ce sont des projets dans lesquels tu vas faire des choses. Donc, par exemple, pour un ingénieur pédagogique, ça pourrait être, tu vas créer une formation de A à Z pour un public cible et on va t'aider à la faire. Et ces projets, ils s'appuient sur des cours qu'on va créer en bout de chaîne parce que c'est pas parce que tu es sur une formation d'ingénieur pédagogique que tu sais tout faire. Normalement, tu es là pour apprendre. Donc, on va te donner les cours qui vont te permettre de réaliser ces projets. Et ça, c'est le processus de création d'un parcours de formation chez Open Classrooms. C'est vrai que c'est très différent de ce qui peut être fait dans des institutions, par exemple universitaires, où on crée d'abord les cours. On vise un métier dans les universités, mais on commence par les cours. C'est beaucoup plus académique. Là, en fait, on prend c'est le parti inverse qui est pris. Donc, le gros focus, il est mis sur les projets. Donc, pratiquer. Et la théorie, elle vient en appui du projet et pas l'inverse. Tu fais pas des cours et ensuite tu vas appliquer les cours dans des stages ou dans des alternances. Là, vraiment, tu commences par pratiquer et tes cours, ce sont des appuis. Alors, on l'a compris, le métier change beaucoup en fonction du sujet, du secteur sur lequel on travaille. Alexandre, tu as travaillé chez Icademy sur des formations sur l'art et le design. Ça changeait beaucoup par rapport à ce que tu fais. C'était assez éloigné du tennis. Ouais. Les méthodes aussi, les missions. Alors, pour le coup, le périmètre d'action était légèrement différent. Icademy est un organisme de formation. Donc, les ingénieurs pédagogiques peuvent travailler pour des organismes de formation. La Fédération française de tennis n'est pas un organisme de formation. Ça reste une entreprise avec un secteur formation. Mais du coup, la finalité d'entreprise n'est pas de produire des formations. La formation va être un outil mis à la disposition de la fédération pour participer à son développement. Pour le coup, sur Icademy, j'avais en charge le développement d'une gamme de formations sur les métiers de l'art et du design. Et là, l'idée, c'était de partir de référentiels de formation. On avait un partenariat avec une université anglaise et on avait récupéré un certain nombre de référentiels et c'était de déployer ces formations en ligne, 100% en ligne. Il n'y avait vraiment pas du tout de présentiel pour mener les apprenants jusqu'à des parcours qui étaient de niveau Bac+2. Donc ça changeait beaucoup. Mon rôle a été
plus celui d'un chef de projet, dans le sens où il fallait recruter nous on appelait ça des mentors. Comme chez Open Classrooms. Voilà, je pense peut-être d'ailleurs que ça avait été inspiré, je ne sais pas. Qui a copié qui Non, voilà, beaucoup de recrutement et forcément derrière de scénarisation, d'architecture. Il fallait faire produire les cours par ces mentors. Il fallait organiser tous les échanges synchrones à distance qu'il y allait avoir entre les apprenants et les formateurs. Donc des outils, pareil, de classe virtuelle, de chat, de forum. Et une grosse partie d'administration de la plateforme, puisque tout prenait corps sur une plateforme LMS, type Moodle. Voilà, ce sont des outils très indispensables. Peut-être que ça ne le restera pas, mais pour l'instant, ça reste des outils assez indispensables. Des plateformes de cours en ligne qui permettent en fait de déposer des cours et surtout d'avoir du suivi de l'activité des apprenants sur ces cours. Donc, ce qui permet d'avoir derrière des retours pertinents. Vous avez l'air de tous avoir les mêmes outils. Amandine, ça a l'air de te parler aussi. Ça. Alors, il faut savoir que moi, dans toutes les entreprises où j'ai travaillé, on avait des outils propriétaires. Donc, on n'utilisait pas de LMS. Donc, c'était des outils qu'on avait développés par nous-mêmes. Les plateformes étaient 100% propriétaires de l'entreprise parce que j'ai travaillé dans 2 organismes de formation. Là, c'est vrai que du coup, chez Thales, il n'y a pas de plateforme dédiée. Donc, on utilise effectivement des outils de type Moodle ou autres qui nous permettent d'héberger notre contenu et du coup de délivrer des formations. Pour moi, c'est un aspect un peu nouveau parce que je ne connaissais pas forcément tous ces outils jusqu'à il y a peu de temps. C'est vrai que c'est quand même très, très utilisé. Par exemple, dans les facs, les universités, etc., tout le monde utilise Moodle et quand tu fais un master en ingénierie pédagogique, c'est vraiment des plateformes sur lesquelles tu es formé et sur lesquelles tu travailles pour justement être employable derrière. Tu viens de démarrer ton travail chez Thales. Est-ce que c'est, pour l'instant, ce que tu as pu constater, c'est vraiment un grand écart entre ce que tu fais là actuellement chez Thales et tes missions où tu travaillais plus sur des formations qui étaient liées à la tech chez Open Classrooms ? Pas tant que ça en réalité, c'est pas un grand écart. J'étais effectivement sur des formations plutôt liées à la tech chez Open Classrooms, mais je le suis encore chez Thales. Preuve en est, c'est que la première formation que je vais sortir est à destination de développeurs. Donc, c'est ce que je faisais chez Open Classrooms il y a 2 ans. T'as dû te réjouir. Ça, c'est bon, je maîtrise. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on n'a pas le savoir, mais un des grands avantages d'être ingénieur pédagogique, c'est qu'on apprend sur beaucoup de sujets. J'imagine que chacun a appris sur des sujets très différents et on peut, en tout cas, donner le change face à des experts et leur poser des questions, les pousser dans leur retranchement pour essayer d'aller toujours plus loin dans le propos. Et là, en commençant sur du développement web, effectivement, il y a des notions que je connais. Je ne dirais pas que je les maîtrise, mais en tout cas que je connais. Et c'est vrai que ça facilite quand même pas mal les échanges. Mais par exemple, je suis aussi sur une formation sur la data, qui est un domaine complètement nouveau pour moi. Donc là, j'apprends beaucoup de choses sur le monde merveilleux de la data. Ce que j'allais vous demander, est-ce qu'on peut être un bon ingénieur pédagogique sans maîtriser du tout le secteur et le thème ? Je dirais oui, dans le sens où... Par exemple, nous, dans la médiation scientifique, effectivement, il faut qu'on ait une certaine culture, qu'on puisse comprendre quand on fait des recherches sur les sujets scientifiques. Il faut quand même qu'on puisse comprendre, donc on ait des bases. Mais au-delà de ça, on ne sait pas tout. Et du coup, on peut apprendre. Ce qui va être notre force, ça va être plutôt notre côté pédagogie et la manière dont on va mettre en place pour le transmettre aux personnes. Effectivement, à la limite, même que le fait de ne pas avoir toutes les connaissances, c'est un plus et c'est notre force parce que on va retranscrire les choses de manière beaucoup plus simple et abordable pour les gens afin que ça soit plus compréhensible. Donc, c'est une force. D'accord, donc la curiosité permet de comprendre un secteur et du coup d'être plus efficace dans son travail. Donc, ne pas connaître forcément ou être expert, ça n'est pas du tout un désavantage. Mais par contre, est-ce que tous les ingénieurs pédagogiques peuvent s'adapter à toutes les cibles, à tous les publics ? Par exemple, toi, Vanessa, tu as des cibles qui sont quand même relativement jeunes. Est-ce que tout le monde peut le faire, s'adresser à créer des formations pour des plus jeunes ? Alors, est-ce qu'il faut des qualités particulières ? Est-ce que c'est plus dur ? Je dirais pas que... oui et non. C'est-à-dire que tout le monde peut y arriver.
mais on va dire que certaines personnes peuvent avoir plus de difficultés que d'autres. Effectivement, le petit plus, et là du coup ça va être ma force, c'est de connaître vraiment tous les publics, de petits de 3 ans jusqu'à seniors, en passant par les personnes en situation de handicap mental. Pourquoi ? Parce que j'ai été animatrice scientifique auparavant et que j'ai fait des activités envers ces publics, mais également parce que j'ai été formée à ça par des personnes qui avaient de l'expérience et qui ont du coup partagé leurs astuces. Et c'est vrai que c'est un plus, et effectivement dans mon métier c'est quand même très avantageux de connaître tous les publics parce que ça permet de s'adapter, notamment quand on fait des activités pour les familles, parce que famille ça veut dire adultes et enfants. Et ça peut être enfant dès 6 ans. Donc dans ce cas-là, il faut s'adapter à son public. Et au Parc zoologique de Paris, ce qui est aussi spécifique, c'est qu'on peut avoir aussi des abonnés. Donc des personnes qui peuvent venir 300 fois par an au zoo. Il y en a. D'accord. Et qui suivent quand même les visites guidées parce ils ont soif d'apprendre et ils adorent. Et on est très heureux toujours de les accueillir. Mais c'est aussi une petite, on va dire, difficulté pour nous, parce qu'il faut être sûr qu'on puisse leur transmettre les choses, parce que souvent ils connaissent plus de choses sur les animaux que nous. On les embauche ? On peut. Mais c'est vrai qu'on y arrive quand même, parce que même s'ils sont là, pas tous les jours, mais qui sont là souvent sur le parc et qui suivent l'actualité de très près de nos animaux, on peut toujours transmettre quelque chose à ces personnes, et c'est là où ça devient intéressant. C'est aussi la spécificité de travailler autour du vivant, puisque du coup ça pose des contraintes, mais en même temps ça peut aussi permettre d'approfondir certains sujets, puisque d'un jour à l'autre c'est pas du tout les mêmes constats. Tout à fait, oui, effectivement. Donc moi avant je travaillais dans des musées de sciences où c'était figé. et là effectivement je suis passée il y a 2 ans et demi dans le vivant, et effectivement l'actualité, ça change tous les jours. C'est plutôt au niveau des individus, parce qu'on va dire qu'une espèce, elle ne va pas évoluer en un jour. Mais c'est vrai qu'il faut, à chaque visite guidée, si on en crée chaque année, effectivement, il faut revoir est-ce que ce qu'on a dit l'année dernière est toujours valable, notamment au niveau de leur statut IUCN. Donc, savoir si elles sont en danger, vulnérables, parce que ça, par contre, ça peut avoir évolué d'une année sur l'autre. Tu parlais des formations spécifiques au public, que du coup tu étais amenée à en créer à chaque fois plusieurs. Ça veut dire que pour une activité précise que tu vas créer, il y a combien de formations que tu déclines en fonction des publics ? Alors, en fait, je ne fais pas vraiment de formation. C'est vraiment, je conçois des activités. Parcours, ouais. Moi, par contre, qui je vais former, ça va être les animateurs. Les animateurs qui vont faire ces visites. Moi, je suis très peu sur le terrain, en tout cas au Parc zoologique de Paris. Ça m'arrive s'il y a des besoins, ou j'aime bien, par exemple, faire les premières visites guidées, par exemple, pour tester et voir la réaction avec le public. Mais effectivement, c'est plutôt la formation au niveau des animateurs pour leur transmettre ce qu'il y a dans ma tête et comment j'ai conçu la visite et leur donner des conseils et des clés pour le transmettre au public. Après, je ne leur apprends pas leur travail. Ils savent très bien le faire et ils se débrouillent très bien. Mais des petites astuces ou la manière dont moi je le vois, c'est toujours bien d'être aussi dans le partage. Et même de toute manière, eux aussi proposent des choses. Donc, on est très dans l'échange. Et du coup, un exemple concret, par exemple, quand tu formes à une nouvelle activité un animateur, tu vas lui expliquer, pour telle activité que je viens de créer, pour tel parcours, si tu as tel type de public, je te conseille, il est recommandé de. Tu auras un exemple de quelque chose qui est spécifique selon les publics que tu as en face de toi ? On va dire que je propose des activités plus tournées vers les enfants, parce que souvent dans les visites guidées, les adultes, on échange juste avec eux et juste des questions-réponses et des présentations sur les espèces, ça peut leur convenir. Par contre, c'est vrai que dès qu'il y a des enfants, un truc un peu plus interactif pour les impliquer dans chaque étape, pour les capter. Donc je prévois toujours un petit peu, par exemple, là dans la dernière visite qui va être programmée cet été, j'ai prévu des petits quiz avec des panneaux qu'on a de vrai-faux ou de se mettre à la place du tamanoir pour savoir comment il marche.
Donc voilà, là j'ai donné des petites astuces. Voilà, moi, si vous avez des enfants de tel âge, je vous propose de vous y prendre comme ça, avec des adultes autrement. Mais après, je peux pas non plus dire pour chaque public, parce que chaque famille, chaque groupe qu'ils vont avoir à chaque visite guidée sera très différent. Et ça, par contre, ils savent très bien s'adapter, ils ont l'habitude. Donc moi, je dis juste ce que j'ai imaginé. Je leur transmets ce que j'ai imaginé et comment je vois les choses. Et ensuite, ils se l'approprient. Et c'est ça aussi qui fait la force de chaque animateur. Chaque animateur va se l'approprier différemment et le transmettre au public. Donc chaque visite, on peut suivre une visite avec un animateur et une autre, et la même avec un autre animateur. C'est pour ça qu'il y en a qui viennent 300 fois par an. Hein. Aussi. Tu t'étonnes, mais tu vois. Mais voilà. Alexandre, toi aussi, tu as plusieurs publics. Oui. Comment est-ce que tu fais évoluer les contenus ? Est-ce que tu les fais évoluer ? Est-ce que c'est une base commune que tu adaptes ? Comment est-ce que tu fais ? C'est un gros point, ça, l'évolution des contenus. À partir du moment, surtout, où on crée des contenus digitaux, donc des contenus vraiment qui sont en dur, dans de la vidéo, dans de l'audio. Nous, on a des secteurs qui évoluent aussi beaucoup. Je parlais du padel tout à l'heure, qui est une nouvelle discipline. En quelques mois, le padel, les règles du padel, etc. ont évolué. C'est pas le paddle, hein, c'est le padel. Padel, voilà, exactement. Je pense que je prononce bien. Mais... C'est quoi, juste en deux mots, en fait, c'est un mélange de tennis et de squash. Okay. Ça vient d'Espagne, ça se joue à 2 contre 2 et ça permet de jouer sur un terrain avec des parois. Très bien. Voilà, donc ça mixe les règles du tennis et du squash. Personnellement, je n'ai pas encore joué au padel. Mais en tout cas, ce sont des disciplines qui évoluent vite, ce sont des savoirs et des compétences qu'il faut mettre à jour régulièrement. Et quand on crée de la ressource en dur, comme je disais, de la vidéo ou de l'audio, et que le contenu a évolué entre-temps, ça oblige très régulièrement à faire de la maintenance, de la mise à jour de contenu. Et nous, dans notre organisation, par exemple, on a pensé que c'était, par exemple, les mois d'été qui étaient consacrés non plus à l'élaboration de nouveaux projets, mais uniquement à la mise à jour des contenus existants en vue du démarrage de la saison suivante. D'accord, donc il faut adapter les contenus non seulement en fonction des publics, mais aussi en fonction des périodes, des activités. Il faut mettre à jour les contenus exactement, assez régulièrement. Et ça fait partie, pareil, si on pense les projets d'ingénierie pédagogique dans le temps, ça fait partie peut-être de l'étape un peu finale. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis en place son dispositif, que les apprenants se forment dessus, derrière, nous, on fait l'évaluation du dispositif, voir s'il a été efficace, voir s'il y a besoin de le faire évoluer. Et au-delà de ces évolutions naturelles qui émergent des apprenants qui ont suivi la formation, il y a également toutes les évolutions vraiment sur le contenu en lui-même. Pour terminer sur le public, même question un petit peu qu'avec Vanessa. Tu as été enseignant, oui. Tu as été enseignant en primaire. Tout à fait. Pourquoi est-ce que tu as décidé de migrer vers les adultes ? Je pense que c'est exactement la réflexion que je me suis faite, c'est qu'à un moment, je me sentais plus à cet âge-là, avec les enfants, aussi bien enseignant que éducateur parfois, et c'est cette dimension qui finalement ne me convenait pas particulièrement. J'étais vraiment passionné de pédagogie, je le suis toujours, seulement quand on est dans une salle de classe avec des jeunes enfants, ce qui est normal, on fait de la pédagogie, on fait aussi de l'éducation. Et cette partie-là n'était pas celle qui me convenait. Donc j'ai vraiment eu besoin de me recentrer sur l'adulte pour faire vraiment de la pédagogie, ce que je fais actuellement. Amandine, tu as travaillé chez Corp Academy. Oui. Tu crées des formations B2B. Oui, c'est ça. Pour des clients du CAC 40. Oui. Pourquoi est-ce que c'était encore une expérience différente de tout ce qu'on vient d'évoquer ? Il est infini, votre métier, en fait. En fait, finalement, ça touche tous les secteurs. Donc, c'est vrai qu'on peut, toute notre vie, travailler dans des structures qui sont complètement différentes et continuer à apprendre et à se perfectionner, si on peut dire. Chez Corp Academy, c'était différent parce qu'en fait, ça rejoint un peu... Thales, ça rejoint à la fois ce que j'ai fait chez Corp Academy et ce que j'ai fait chez Open Classrooms. Corp Academy, c'était vraiment un client qui venait vers nous parce qu'il avait besoin d'une formation spécifique à destination de collaborateurs. Ça pouvait être, par exemple, j'ai besoin de former tous mes collaborateurs à la sécurité bancaire. Donc, on leur faisait vraiment des formations sur mesure par rapport à leurs besoins. Sécurité bancaire, c'est un exemple, mais j'ai aussi travaillé pour certaines marques de luxe où il fallait présenter les nouvelles collections de bijoux, de montres, etc. aux personnes qui vont vendre ces bijoux et leur expliquer l'intention, pourquoi est-ce qu'on a créé telle montre, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle comme si, quelles sont ses caractéristiques. Donc, c'était vraiment un scope très, 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 très large, mais c'était vraiment pour répondre à un besoin particulier d'un client à l'instant T, finalement.
Et ça, c'était hyper intéressant parce que on rencontre beaucoup de gens sur des secteurs complètement différents. J'ai travaillé avec Marmiton, par exemple. On a fait des formations sur comment mieux manger. C'était super sympa parce qu'on apprend plein de choses. Et c'était très différent de ce que j'avais pu faire avec, par exemple, sur la sécurité bancaire. Vous avez des bases dans plein de métiers différents, en fait. Du coup, vous touchez à beaucoup de choses. Ouais, je pense que la polyvalence, c'est quand même notre point fort dans notre métier. Moi, la polyvalence et l'adaptation. Il faut savoir s'adapter, oui. C'est le luxe, pour moi, c'est l'un des luxes de ce métier, c'est de pouvoir faire plein de choses différentes, de pouvoir faire vraiment, de toucher à plein de secteurs. Donc finalement, on va apprendre autant qu'on va aider. Voilà, ça fait partie des choses qui sont extrêmement intéressantes. Comment est-ce qu'on sait si une activité ou une formation marche, fonctionne, et comment est-ce qu'on contrôle, comment est-ce qu'on a un retour sur ce qu'on vient de créer, Alexandre ? Souvent, la formation part d'un besoin. L'entreprise a un besoin. Et généralement, l'entreprise va qualifier ce besoin en disant je trouve que telle population de vendeurs, je prends un exemple, il pourrait y avoir une marge de progression dans les chiffres, etc. Ce qu'on aimerait, c'est voir une progression dans les chiffres. À ce moment-là, c'est le besoin de l'entreprise. À ce moment-là, on ne sait pas encore que c'est la formation qui va y répondre. Si je reprends l'exemple des vendeurs, peut-être que pour vendre plus, il faudrait recruter de nouveaux vendeurs. Ou il faudrait, faire une campagne de com sur un produit pour que le produit se vende mieux. Mais à un moment, on choisit la formation comme axe de développement pour répondre en fait à ce besoin en entreprise. Et je pense que quand on part de ce besoin, quand on crée ensuite le dispositif de formation, l'un des meilleurs indicateurs pour voir si la formation était efficace, c'est de reprendre le besoin de départ, en tout cas le chiffrer ou alors temporaliser, et de voir si derrière il y a une évolution de cet état de fait en fait, qui était le point de départ. Oui, sur la vente, ça se traduit plus facilement, mais par exemple, Vanessa, toi, les activités ? Oui, du coup, c'est quand même assez différent parce que là, par contre, on ne va pas partir forcément d'un besoin, on va partir plutôt d'une thématique de saison, d'une thématique d'exposition ou de tout autre événement qu'on souhaite mettre en place à l'année suivante. Et on va faire nos propositions. Après, voilà, donc le but, c'est de connaître les publics et les attentes des publics dans la structure où on travaille. Et on va mettre en place ce qu'on pense qui pourrait être très intéressant et en lien avec notre programmation et thématique. Comment on va savoir que ça va fonctionner ? Ça va être déjà à la fin des activités, on envoie des questionnaires pour récolter leur avis. Enquête de satisfaction basique. Où dedans, bien sûr, on va demander du coup si la thématique, ça leur a plu, s'ils ont d'autres suggestions de thématiques, ce qui pourrait nous aider pour le futur. Tu as déjà eu des gros ratés de formation ? Non, jamais. Non. Vous avez quand même une expertise, vous arrivez à analyser le truc quand même pour vous adapter vraiment. En fait, le contact avec le public, c'est aussi important et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que j'aimais bien faire les premières visites ou premières activités. Tout de suite. Parce que le regard, l'attention, l'interactivité, les questions, ça c'est important. Donc on peut savoir si du coup la personne elle est réactive au sujet, à ce qu'on dit, si les mots sont pas compliqués, ce qu'on emploie. Et c'est l'échange aussi à la fin des visites avec eux. Je suis très aussi dans l'échange et c'est ça qui permet de savoir si ça a fonctionné ou pas. C'est rarement le cas. Il y a toujours des choses à améliorer, mais comme partout. Mais un gros raté, ça arrive rarement. Toi, Mantine, ça se passait comment quand tu travaillais chez Open Classrooms pour l'évaluation qualité ? C'était multifacteur, l'évaluation qualité. Effectivement, tu as les retours que vont te faire les apprenants sur la formation, donc ce qu'on appelle le NPS, le Net Promoter Score. Donc, tu donnes une note de 1 à 10. Est-ce que tu recommanderais cette formation ou pas ? Et ça te donne un score. Si tu as répondu 9, 10, c'est que tu es promoteur, donc tu recommandes. Si tu réponds entre 1 et 6, c'est que tu es un détracteur, donc tu ne recommandes pas. Et ce qui est entre 6 et 8, c'est t'es plutôt neutre, donc t'as pas vraiment d'avis franc sur la question. Et on s'était fixé un score à atteindre de satisfaction. Et si ce score était atteint, c'est que la formation a fonctionné. Si c'était pas atteint, derrière, c'était comment on peut faire pour que ce soit mieux. Donc, on allait faire des interviews, comprendre pourquoi est-ce que tel étudiant avait mis une mauvaise note, comment on peut l'améliorer, etc. Et puis, par exemple, chez Open Classrooms, c'est quand même de la formation à des métiers. Donc, il y a un indicateur qui est indispensable, c'est ton intégration sur le marché de l'emploi derrière. Et ça, c'était aussi un indicateur qui est suivi encore aujourd'hui. Donc, quel est le taux d'insertion professionnelle
professionnelle des étudiants. Donc ça, c'est un indicateur qu'on traquait aussi, qu'on suivait attentivement. Et puis, on avait toute une série d'autres indicateurs. Combien on avait d'étudiants qui quittaient la formation en cours de route. Et là, on avait des taux qu'on devait respecter, etc. Et à chaque fois, on se posait la question. OK, donc là, sur telle formation, j'ai, 2 étudiants sur 10 qui quittent la formation en cours de route. Pourquoi ? Qu'est-ce que je pourrais améliorer pour les faire rester ? Et on se fixait des indicateurs comme ça. Et comment tu faisais évoluer les formations ? Parce que tu étais quand même sur des métiers qui évoluent très très vite, je pense notamment au développement. Comment tu t'y prenais ? C'est vrai que c'est ce dont parlait Alexandre tout à l'heure. La péremption de l'information, c'est vraiment une problématique qu'on a tous au quotidien, notamment effectivement dans le domaine du développement web. Les langages changent, ce que tu vas faire change, les méthodologies changent et on devait faire de la mise à jour en continu. Donc, par exemple, ça m'est arrivé sur un cours que j'ai sorti sur une technologie qui était périmée le lendemain de la sortie du cours. Ils ont annoncé, voilà, super, on lance une nouvelle technologie. Ah, oups. Donc là, tu es obligé, tu reprends de zéro, tu refais le même cours, mais avec cette nouvelle technologie. Après, c'est pas toujours à ce point-là, mais tu es obligé de t'adapter. Par exemple, j'ai fait des formations RH. En gestion des ressources humaines, tu as les taux, des taux légaux qui changent tous les 6 mois. Donc, tous les 6 mois, tu te mets une alerte dans ton agenda, aller vérifier cette information-là et tu la changes. Et c'est vraiment c'est de l'amélioration continue, finalement. C'est de la veille, finalement. C'est exactement ça. Et au moment de penser la formation, je pense qu'il faut intégrer si le contenu va être amené à changer régulièrement ou pas, parce que ça va influer sur le choix des formats qu'on va utiliser. Tout à l'heure, je prenais le choix l'exemple de la vidéo et de l'audio. Changer une vidéo ou de l'audio, c'est plus compliqué que changer du texte, par exemple, sur un site. Et c'est important de faire le point d'attention également lorsque on forme ou qu'on transmet une information à des gens. On dit attention, à l'heure actuelle, c'est comme ça, mais ça peut évoluer. Ouais. Pour l'anecdote, j'avais tourné une vidéo qui présentait Twitter et on disait que c'était 140 caractères à l'époque. Et le lendemain, ils nous annoncent que c'est 280. Ta vidéo, elle est tournée, t'as enregistré ta voix off et c'est plus 140. Tu recommences. Tout va trop vite. Il faut refaire. Et oui, il faut refaire. Voilà. J'aimerais qu'on revienne sur vos parcours. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier et comment vous en êtes arrivé à devenir ingénieur pédagogique, Vanessa ? Moi, du coup, j'ai fait plutôt un parcours universitaire plus par passion autour de la géologie et la paléontologie. Je voulais faire un peu de la recherche. Mais lors de mon stage de recherche, je me suis rendu compte que je voulais faire plus que de la recherche. Je voulais vraiment transmettre le savoir. C'est pourquoi je me suis tournée vers la médiation scientifique. J'aimais les sciences déjà de base. Et c'est vrai que j'ai tenté un premier emploi en tant que médiatrice et ça a été la consécration. Et je m'y suis retrouvée. Et puis après d'être simple animatrice, finalement, après j'ai voulu évoluer en gestion de projet, monter des choses, former, concevoir. Et c'est comme ça que j'ai évolué dans mon métier où je suis très heureuse. Et tu avais à cœur aussi de travailler avec et pour les enfants ? Oui, ma spécialité, c'est quand même effectivement le travail avec les enfants. J'ai toujours, sans finalement le faire exprès, on m'a toujours mis en référente scolaire. Et je connais les programmes scolaires scientifiques, en tout cas, bien pour tous les cycles. Et j'ai des facilités, en tout cas, pour adapter le discours pour toutes les classes et aussi communiquer avec les enseignants eux-mêmes et adapter mon discours. Et j'en ai accompagné plusieurs dans le montage de projets sciences en classe, donc pour les aider à faire, par exemple, à mettre en place des projets autour des sciences, à amener la démarche scientifique aux élèves, à utiliser un tableau numérique, voilà. Ce travail était fait pour toi, en fait, au parc zoologique. On a bien compris. Personne ne te volera. C'est vraiment idéal. Amandine, toi, comment t'en es venue à être ingénieure pédagogique ? Moi, j'avais toujours voulu être enseignante. Pas pour les enfants, pour le coup, mais je voulais être enseignante de français à l'étranger. Donc, j'ai fait un master en linguistique et didactique pour arriver à ce métier. Et puis, sur mon parcours, j'avais un stage de fin d'études à faire et je me suis dit, pourquoi pas essayer d'aller un peu vers les nouvelles technologies parce que finalement, aujourd'hui, dans l'enseignement, c'est de plus en plus présent. Et finalement, ça m'a beaucoup plu. Et au départ, je faisais des applications de maths pour les enfants. Donc, le public, c'était des 3 à 12 ans. Et je me suis dit, c'est génial, j'ai envie de continuer dans cette voie. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée ingénieure pédagogique au départ pour les enfants. Et puis
petit à petit, j'ai migré vers de la formation adulte. Alexandre, toi, tu étais en ingénierie industrielle ? Tout à fait. Et donc, du coup, Donc, ingénieur très péda. loin, Ouais. très loin. Parcours scientifique également, école d'ingénieur à l'école des mines d'Alès, sur des sciences, tout ce qui était maîtrise des risques environnementaux et industriels, donc les grosses industries Céveso, etc. Et il se trouve qu'à l'école des mines, on a beaucoup de mise en situation de stages, etc. Et ces stages, parfois, il y a une dimension un peu formation, mine de rien. On nous demande de mettre en place des nouvelles méthodos et on nous demande derrière de former les collaborateurs à ces nouvelles méthodologies. Il se trouve que c'est ce pan-là de mes missions qui m'a toujours le plus intéressé. Et donc, à la fin de l'école des mines, je me suis dit, mais finalement, c'est peut-être la formation qui t'intéresse le plus que le côté très technique. Et je me suis posé la question et j'ai décidé de passer le concours de l'éducation nationale pour devenir professeur des écoles. Donc vraiment juste après, en candidat libre, juste après le diplôme. Pas banal comme parcours quand même. Non, pas banal. Ça a fait grincer des dents un petit peu autour de moi. Parfois, c'était pas très compris. Et il se trouve que le concours, je l'ai eu. J'ai enseigné 1 an. Et ce que je disais un peu tout à l'heure, ça a confirmé mon attrait pour la transmission, pour la pédagogie, moins pour le travail avec les enfants. L'environnement, à la différence de... On ne te mettra pas dans le parc zoologique, on a compris. Oui, il n'y a pas que des enfants. Non, mais d'ailleurs, c'est pas... Il y a aussi des adultes. Mais c'est vrai que dans une salle de classe avec 25 enfants, j'étais un peu frustré sur le côté pédagogie, et avec pourtant un vraiment très grand respect pour ce métier, et que je continue de mettre très haut. Ouais, c'est vrai, mais je continue de le penser. Il n'était juste pas fait pour moi, en fait. J'aimais la finalité, j'aimais pas forcément mon quotidien. Et on est à peu près en 2012-2013, c'est l'émergence des MOOC à ce moment-là, des cours en ligne ouverts à tous. Et je me dis, pédagogie, un peu d'ingénierie également, il y a quand même une dimension assez technique. Je vais essayer de regrouper les 2 casquettes et de me lancer dans ce métier-là. Et finalement, c'était le bon. On vient de parler de vos choix de carrière, de vos parcours. Si vous exercez toujours ce métier, on l'entend quand vous en parlez, c'est que vous l'aimez. Qu'est-ce qui vous intéresse dans votre poste, dans votre activité ? Qu'est-ce que vous aimez particulièrement au quotidien dans le métier que vous exercez, Vanessa ? J'aime bien le côté, tout ce qui est vraiment coordination et programmation principalement. Donc, j'essaye toujours de tendre vers la partie projet. Mais la conception, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup, notamment le début de la conception, où il faut faire des recherches, s'instruire, s'enrichir, échanger avec des spécialistes. Toute cette partie-là, moi, c'est ce que je trouve vraiment très intéressant et qui finalement me permet d'évoluer constamment. Et c'est ça que j'aime. T'apprends en permanence. Oui, c'est très important dans mon choix de travail. Effectivement, si je fais un travail où j'apprends plus, je crois que je ne serai pas heureuse. Amandine ? Moi, ça rejoint complètement ce que Vanessa vient de dire. C'est vraiment le travail avec des experts métiers. Donc, le fait d'échanger, eux t'apportent vraiment la brique technique et puis toi, tu leur apportes une brique pédagogique. Et là, à un moment donné, il y a un déclic et en fait, tu te dis, super, j'ai fait une formation qui est géniale, mais tu fais rien sans eux. Donc, c'est vraiment l'échange des savoirs finalement. Et le fait, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais d'apprendre sur énormément de sujets différents. Tous les jours, en fait, t'apprends quelque chose. Et on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qui te fait lever le matin ? Et c'est ça, en fait, c'est de te dire, aujourd'hui, je vais apprendre quelque chose à quelqu'un, mais quelqu'un va m'apprendre quelque chose en retour. Et ça, je trouve ça génial. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait énormément de métiers qui te permettent de tout combiner comme ça, en te disant, tous les jours, t'apprends. Et tu permets à des personnes qui, au début, ne sont pas... forcément dans le sujet, d'apprendre des choses. Ça, c'est pour moi la transmission dans les 2 sens, c'est hyper important. Alexandre ? Ouais, cette dimension-là, sans hésiter également. Donc je ne reviens pas dessus, j'embrasse complètement ce que vous dites. Après, la dimension créative également, qu'on oublie parfois, mais il y a une dimension assez créative, intellectuelle, créative, qui est très intéressante dans imaginer le parcours, les différentes étapes, les dispositifs, les bons outils, cette partie-là. Et puis ensuite, vraiment créer les ressources. Moi, c'est vrai que j'ai fait des études d'ingénieur où parfois on nous dit vous aurez des postes de supervision, etc. J'ai envie de garder un contact très opérationnel, moi. Donc ça, c'est très subjectif, mais pour le coup, on est très opérationnel aussi dans ces métiers. On crée vraiment des choses soi-même, un peu comme des artisans même parfois. Et c'est une dimension qui, moi, me plaît beaucoup. Pour ceux qui nous entendent et qui hésitent à devenir ingénieur pédagogique, curiosité, on apprend tous les jours, on échange, on coordonne, on découvre plein de gens, plein de métiers, plein de savoirs. Et en plus, on est créatif, ça en fait des arguments. Ça, c'était pour les avantages, mais il y a bien des inconvénients, comme pour chaque métier. Qu'est-ce qui est plus difficile dans votre quotidien ? Qu'est-ce qui est pénible, stressant ? On a parlé un petit peu des formations à peine sorties
déjà désuète. Est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres aspects que vous auriez envie d'aborder aujourd'hui ? C'est vrai que parfois on peut aussi travailler sur des sujets qui vont pas nous passionner, qui vont pas titiller notre curiosité, mais je pense qu'on arrive toujours à réussir à s'intéresser au sujet, mais c'est vrai que on peut être amené à créer des contenus qui nous intéressent pas forcément, qui font pas partie de nos passions infinies. Donc c'est vrai qu'il faut aussi savoir travailler sur des sujets qui nous passionnent pas forcément. Un autre point négatif à souligner, Vanessa ? Oui, effectivement, donc il y a le sujet, mais aussi le relationnel avec les personnes, que ça soit, il faut s'adapter aux animateurs qui fonctionnent différemment, les structures, et puis les collaborateurs avec qui on travaille, parce qu'ils sont dans des services, notamment au Parc zoologique de Paris, on travaille avec différents services de communication, de vidéo, des chercheurs, et c'est vrai que chacun a son fonctionnement et ses deadlines, et c'est pas toujours facile de coïncider le travail de tout le monde. Donc c'est ça qui serait le plus compliqué au niveau de la gestion des projets. L'adaptabilité. Ça peut être quelque chose de super agréable à vivre et parfois aussi un petit peu fatigant, on comprend. C'est ça. Alexandre ? Je trouve que c'est un métier qui est encore assez mal compris parfois par notre entourage en entreprise, par exemple. Écoutez ce podcast. Exactement. Et on ne se rend pas compte à quel point créer un dispositif de formation, c'est chronophage, c'est long, vraiment long parfois. Et pour être bien fait, ça demande d'être vraiment mûri, ça demande du temps. Et parfois, combien de temps à peu près ? On n'en a pas parlé, je sais que c'est un peu compliqué, mais... Nous, on a des grands chiffres comme ça. On dit que pour produire 1 heure de e-learning, moi c'est vrai que j'ai vraiment casquette plutôt e-learning, hein, et pour produire 1 heure de e-learning, c'est 250 heures de travail derrière. Donc il y a un facteur 250 parfois qui est énorme, et parfois il y a une volonté politique, un commanditaire qui nous dit il y a un dispositif de formation, je veux que ça soit prêt dans 3 semaines. Mais dans 3 semaines, vous n'aurez pas grand-chose de bien. Voilà, pour que ça soit fait bien, il faut du temps. Comme c'est des problématiques, je pense, assez courantes en entreprise. On a des délais qui, parfois, ne nous permettent pas de faire la qualité qu'on aimerait produire. Donc ça, je dis pas qu'on fait du low cost, hein, mais ouais. c'est-à-dire que parfois, on pourrait faire mieux. Alors, il y a un côté peut-être un peu perfectionniste, mais on aimerait faire mieux et on ne peut pas parce que les délais sont trop courts, parce qu'il y a je pense, à la base, parfois une méconnaissance de la réalité de ce métier, tous les enjeux de temps et parfois, encore une fois, de maturation un peu intellectuelle que ça demande pour produire quelque chose de qualitatif. Et toi, Amandine ? C'est vrai que c'est quand même un métier où on livre des choses et comme le disait Alexandre, on a des contraintes de temps qui font que parfois ça peut amener à du stress parce qu'on se rend compte, je sais pas, 2 semaines avant la sortie, qu'il y a pas mal de choses qui doivent être refaites, peaufinées, etc. Donc il faut beaucoup de patience. Ça c'est sûr, pour sortir une formation, mais le fait d'avoir toujours des choses à sortir, ça peut être un inconvénient faut tenir la cadence. Donc ça c'est vraiment pour moi le point vraiment crucial. Il faut être très organisé et il faut avoir beaucoup de patience pour réussir à délivrer de manière régulière les formations en fonction des contraintes de chacun. Et un autre point que j'ajouterais, c'est aussi parfois la collaboration avec des experts qui n'est pas toujours évidente. La plupart du temps, ça se passe très bien, mais parfois, il y a des frictions qui vont être pour plusieurs raisons, soit des raisons politiques. La personne, on lui a dit, tu vas faire ça et tu n'as pas le choix. Donc, elle n'est pas très emballée de travailler au départ avec nous. Donc, il faut réussir à l'embarquer dans le projet, ce qui n'est pas toujours évident. Il y a aussi la disponibilité de ces personnes parce que c'est pas des personnes dont c'est cœur de métier, la formation, ils font autre chose et ils sous-estiment effectivement le temps que ça pourrait prendre. Donc tu fais un peu le garde-fou parfois en leur disant là il faut absolument me rendre des choses sinon ça va pas sortir à l'heure. Enfin on est un peu, il y a un peu de flicage parfois aussi et ça moi c'est un côté qui me plaît pas trop de devoir mettre la pression à des personnes pour leur dire écoutez là on a 3 semaines de retard. Si on veut sortir à l'heure, il faudrait peut-être accélérer un petit peu le rythme. Il y a quand même un gros côté coordination. Il faut aimer la gestion de projet, clairement. Et la gestion de l'humain. Exactement. Et de l'humain, Les 2 aspects, tout à fait. Ingénieur pédagogique, concepteur de formation, c'est très demandé en entreprise, en institution, en musée, dans l'associatif. Est-ce que ça se pratique aussi en indépendant ? Là, vous êtes tous dans des entreprises. Est-ce que ça peut s'externaliser ? Est-ce que c'est demandé à Paris autant que dans d'autres villes en France ? On fait un petit point là-dessus ? Ça fait beaucoup de questions. Amandine ? Moi, je trouve que ça a beaucoup évolué. J'ai commencé en 2013 et c'est vrai qu'en dehors de Paris, il y avait très très peu d'offres. Et à Paris, il y avait aussi
peu d'offres en ingénierie pédagogique, conception. Enfin voilà, ça a plusieurs noms. Mais ça a beaucoup évolué. Au départ, c'était plutôt dans des petites structures qui faisaient de la formation, etc. Et là, je trouve que dans les grands groupes, c'est vraiment une compétence qui est de plus en plus recherchée. Pour preuve, moi, j'ai intégré un grand groupe, chose que je ne pensais pas possible il y a 7 ans. Donc, je trouve que c'est vraiment de plus en plus demandé. Après, en indépendant, ça se fait aussi. J'ai pas mal d'amis qui sont ingénieurs pédagogiques et qui font ça en freelance. Donc, elles travaillent pour des groupes, pour des petites structures. Sur des missions, quoi. Ouais, sur des missions qui vont être plus ou moins courtes. C'est sûr que tu peux pas faire une mission d'ingénierie pédagogique sur 3 semaines. Voilà, faut aussi être réaliste. Mais sur 6 mois, 1 an, et ensuite, elle change de mission. Donc, ouais, ça existe aussi. Ça se développe de plus en plus, je pense. Oui, du côté de la médiation scientifique, effectivement, depuis 2013, ça évolue énormément et maintenant, on va avoir des médiateurs et des concepteurs pédagogiques dans pratiquement tous les musées, que ça soit culturel, art, sciences naturelles, il y en a partout. Il y a des associations aussi de sciences qui existent et on va en retrouver dedans. Et en indépendant, ça se développe aussi, plus le côté animateur. Mais l'animateur, vu qu'il est indépendant, il conçoit également. Il est plus tourné généralement vers les enfants, mais ça peut arriver, et ça se développe de plus en plus, des indépendants qui vont se tourner plus vers les adultes, les étudiants, en étant indépendants, et se tourner plus aussi vers cette formation au métier de la médiation auprès des jeunes et des adultes. Pareil, Paris-Provence, sur ce secteur assez spécifique que tu maîtrises. Il y en a beaucoup plus à Paris. Mais en fait, il y en a partout en France, on en retrouve. De toute façon, on connaît par exemple les petits débrouillards, les savants fous. Il y a plein d'associations comme ça qui existent et ils sont dans toute la France. Alors on dit dans toute la France, mais Alexandre, toi par exemple, tu habites à Strasbourg et pourtant... Parce que j'ai fait le choix de rester dans mon entreprise à la FFT qui m'a permis de faire un travail à distance. Après, je suis concepteur e-learning, donc forcément la distance, c'est aussi mon métier, donc il n'y a pas trop de soucis. Moi, je pense que le secteur est en train de se développer. On le voit à travers ce qu'on appelle les EdTech, les technologies de l'éducation. C'est un secteur, d'ailleurs, il y a une association qui s'est montée, je crois, EdTech France, qui suit ça de près et on se rend compte sur la cartographie des entreprises qui sont en lien avec ces technologies et ces métiers que ça pointe un peu partout en France. Après, j'ai l'impression qu'il y a des régions qui sont plus dynamiques que d'autres. L'Ouest est très dynamique sur la partie e-learning, très très dynamique. Lyon, toute la métropole de Lyon est également très dynamique. Paris, évidemment. Mais un ingénieur pédagogique, on le disait, peut intervenir dans le secteur privé, mais également pour les universités, les écoles. Et ça, il y en a dans toutes les villes, moyennes et grandes villes. Donc je pense que la cartographie est assez, je ne vais pas dire bien répartie, parce que Paris reste le noyau, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de métiers. On peut trouver du travail dans ce métier un peu partout en France. Et donc du coup, côté salaire, qu'est-ce que ça donne ? Parce qu'on peut exercer partout, super. Mais combien est-ce qu'on peut espérer gagner ? Est-ce qu'il y a des différences de salaire entre Paris et la province ? À combien est-ce qu'on démarre quand on est ingénieur pédagogique et quelles sont les perspectives d'évolution ? Tout le monde regarde en l'air. Alexandre ? Des disparités entre la région parisienne et la province, oui. Je pense. On est d'accord ? Oui. À l'instar de beaucoup de métiers, je pense. C'est ça. Pour plein de raisons. Je dirais qu'en région parisienne, un débutant dans ce milieu, sur ce métier, peut prétendre une fourchette entre 30 et 35 K. Et puis ça évoluera jusqu'à 40, 45 un peu plus tard. Vanessa ? Moi, c'est un peu différent parce qu'en fait, mon métier, il n'existe pas trop dans le privé. Moi, je suis fonctionnaire. Donc, j'ai passé un concours de la fonction publique pour y arriver. Et du coup, moi, je suis par rapport à la grille salariale. D'accord. Donc, et j'évolue constamment. Après, mon métier hors fonction publique, il existe en chargé de projet dans des structures. Mais là, en fait, on peut pas mettre une case vraiment parce que ça va dépendre de la grandeur de la structure, du type de structure. Si c'est une association ou un musée, ça sera pas la même chose. Et des missions, parce qu'en fait, on peut avoir le même intitulé de titre, mais finalement avoir des missions très différentes. Donc, voilà. Après, mais pour nous, ça ne changerait pas plus de 30 000 cas. Et tu commences à combien quand tu es fonctionnaire 25 000. En démarrage. Et après, ça évolue. Mais je suis cadre A. Enfin, catégorie A, en fait.
Ça évolue lentement. Et ça évolue lentement, dans en la fait. fonction publique. D'accord. Et puisque c'est possible aussi, et qu'on en a un petit peu parlé, quand on est indépendant, vous savez combien est-ce qu'on peut facturer sur l'émission ? Je pense qu'en indépendant, c'est souvent au taux journalier. Tu peux facturer entre 300 et 500 euros par jour à peu près en fonction de ton expérience. Moi, j'ai fait un peu de freelance et c'est vrai qu'en fonction des entreprises pour lesquelles je travaillais, ça évoluait entre 350 et 500 par jour. Et c'est beaucoup conditionné aussi par la durée de la mission. Ouais. C'est-à-dire que plus ta mission va être courte, plus ton taux pourra augmenter. Et quand tu fais des missions longues, forcément, tu lisses un peu pour que eux s'y retrouvent. Et toi, tu t'y retrouves aussi. Très bien pour le salaire et les évolutions de carrière possibles quand on est ingénieur pédagogique. Ce métier, ils peuvent vous permettre de vous diriger vers quel autre métier ? Est-ce que vous avez d'ailleurs des perspectives de projets un peu perso, rêver dans 10 ans, dans 20 ans ? Est-ce que vous voyez toujours nourrir votre curiosité en changeant d'entreprise et de domaine ou au contraire évoluer vers d'autres choses ? Je pense comme beaucoup de métiers, l'évolution peut venir de la capacité après à manager une équipe plus ou moins grande. Dans des entreprises, un ingénieur pédagogique, au bout de quelques années, peut peut-être devenir responsable de l'entité formation de son entreprise. Après, pour répondre à ta seconde question, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, trouver du sens dans mon travail est la priorité. Donc finalement, ça serait plutôt, après, varier les secteurs pour essayer de se nourrir intellectuellement, plus que de monter en grade ou alors en manager une plus grande équipe. Moi, je veux garder, c'est très important pour moi de garder ce côté un peu doueur, vraiment faire avec les mains, concepteur pédagogique, et moins la partie supervision d'équipe. J'ai envie de garder vraiment un lien avec cette partie un peu d'artisan dont je parlais tout à l'heure. Vanessa, tu restes au parc géologique de Paris toute ta vie ou ça te va tellement bien, on a l'impression que c'est tellement le métier idéal pour toi que... Je ne sais pas. Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, effectivement, c'est un poste qui est très enrichissant et très intéressant. Après, moi, j'ai toujours tendance à vouloir évoluer. Pour l'instant, c'est vrai que tout ce qui est conception, programmation, ça me plaît bien. Effectivement, comme Alexandre, j'aime bien être dans le faire, être vraiment active dans ça. Mais je sais que j'aime évoluer et j'aimerais bien aussi coordonner une équipe et devenir responsable. Donc après... Quand ça, c'est la question, quand ça viendra, quand ce sera le moment. J'aime bien aussi évoluer. Pour l'instant, j'ai fait différentes structures pour justement m'enrichir des différents fonctionnements, des publics, tout ça. Et puis, on verra ce qui vient à moi. Et Amandine, après Open Classrooms, Thalès, on va te retrouver où, à faire quoi ? C'est une bonne question. C'est vrai que l'évolution la plus logique, c'est de devenir responsable d'un groupe d'ingénieurs pédagogiques, mais le management, c'est pas non plus fait pour tout le monde n'en a pas envie. Après, je pense qu'effectivement, dans des grands groupes ou dans des organismes de formation, il y a aussi des perspectives de définir la stratégie de formation, où là, tu manages pas forcément, et tu as peut-être quelques personnes qui vont t'aider à la mettre en place, mais ça peut être une belle évolution de carrière, par exemple. Et d'un point de vue plus personnel, c'est vrai que moi, je ne me vois pas faire autre chose aujourd'hui. Alors, pour l'instant, c'était Corp Academy. Après, c'était Open Classrooms. Aujourd'hui, c'est chez Thalès. Thalès, ça offre quand même la possibilité d'évoluer pas mal en interne. Donc, ce qui va m'arriver, seul l'avenir le dira. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'opportunités. Parce que là, je suis sur de la transformation digitale, mais il y a d'autres besoins en formation dans un groupe qui est tellement vaste que tu peux très bien envisager de former des gens sur d'autres sujets tout aussi intéressants. L'évolution peut venir des sujets, en fait. Exactement. Oui, vous ne connaissez pas forcément nécessairement les besoins aujourd'hui, tellement tout évolue très vite, il faut vous adapter. Ouais, exactement. Ouais. Cette agilité fait partie du métier aussi, ouais. Ah, ça, on l'a bien compris. L'agilité, ça fait partie des qualités indispensables pour être un bon ingénieur pédagogique. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. À toi. C'est déjà la fin de cet épisode du Joboscope consacré au métier d'ingénieur pédagogique. Merci à Vanessa Baron, Amandine Lemoult et Alexandre Wertz d'avoir témoigné. Cela aidera sûrement nos auditeurs à prendre des décisions éclairées pour leur vie professionnelle. Si ce podcast vous a donné envie de devenir ingénieur responsable pédagogique, sachez que cette formation diplômante à équivalent Bac+3-4 de niveau reconnu par l'État est disponible sur openclassrooms.fr.
microscope.com. Elle se fait en ligne en environ 6 mois ou alors en 1 an si vous choisissez l'alternance, soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Vous êtes accompagné de manière individuelle par un mentor qui exerce votre futur métier et vous avez l'emploi garanti. Si 6 mois après votre diplôme, vous n'avez pas trouvé d'emploi, Open Classrooms vous rembourse votre formation. Ce podcast vous a aidé à y voir plus clair dans vos choix de carrière. Laissez un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Cela aidera d'autres personnes à le trouver. On se donne rendez-vous très vite pour passer un nouveau job au microscope.